Frédéric Brindel. Les vraies voix ce soir, Jérémy Stubbs, directeur adjoint de la rédaction du magazine Causeur, Ergun Toparslan, ingénieur et vice-président et porte-parole de Territoire de Progrès, et Ala Oukili, notre journaliste Sud Radio. Ils sont prêts donc pour le premier débat. Vous êtes invités au 0826 300 300 pour donner votre avis, et vous donnez votre avis par consultation sur le compte Twitter et Facebook. À cette question, faut-il renationaliser EDF ? EDF réclame donc 8,34 milliards d'euros à l'État pour compenser les mesures sur l'électricité. Il y aura un recours contentieux au Conseil d'État. L'idée, c'était dans un premier temps, de faire en sorte qu'EDF fasse des efforts, puisqu'il y a eu ce bouclier tarifaire choisi par le gouvernement, et il fallait limiter la hausse des tarifs de l'électricité, en l'occurrence de 4% en février. Bilan de l'opération, le bouclier tarifaire coûte 8 milliards d'euros à EDF, avec une situation économique catastrophique. EDF subit une perte exceptionnelle de 5,3 milliards d'euros au premier semestre, mais ce groupe, qui est contrôlé par l'État à 84%, doit être racheté dans sa globalité sous forme d'OPA, une offre publique d'achat, à la fin de l'année, on va dire au mois d'octobre, novembre, les 16% restants donc sous forme d'une action en bourse. Faut-il renationaliser EDF avec tout ce que ça comporte ? Nous avons un grand témoin. Ce grand témoin, nous l'accueillons, c'est Julien Lambert, secrétaire fédéral, responsable de la politique énergétique et industrielle pour la Fédération nationale des mines et de l'énergie, pour la CGT. Et cette appellation, je le dirai une fois, on a bien compris, Julien Lambert, parce que ça fait beaucoup de choses à dire quand même. Cher Julien Lambert, ouais, oui. Merci. Bonjour à tous. Merci, bonjour à vous aussi. Bon, sur le principe, pour ou contre renationaliser totalement, c'est-à-dire 100% à l'État ? Aujourd'hui, clairement, la fédération, elle porte depuis 2018 deux choses. Déjà, une, faire un bilan de la déréglementation, parce que finalement, on revient 17 ans après par rapport au changement du statut de l'entreprise, passage de l'EPIC à société anonyme, vous l'avez rappelé, par rapport au capital qu'à l'État, avec un État qui a aujourd'hui est majoritaire par rapport à l'entreprise, avec des décisions qui ont été prises des fois infructueuses, parce que on a aussi oublié de dire les dividendes exorbitants qu'on a reversés pour financer d'autres choses. On a bien évidemment l'engagement sur les clés pointes, donc aussi par rapport aux Britanniques. On a bien évidemment toute la question de l'AREN que vous avez évoquée à travers les coûts que ça coûte à l'entreprise. Et je pense qu'aujourd'hui, à travers la crise énergétique, bien évidemment qui est subie, alors bien évidemment post-Covid, et aussi la guerre en Ukraine qui fait que sur la question du gaz, c'est pas structurel. On n'est pas sur du conjoncturel, on est sur du structurel, pardon. Ouais. Et on rappelle que le coût de l'électricité est dépendant du coût du gaz. Les deux vont de pair, finalement. Tout à fait, et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, oui, il faut une nationalisation, mais il faut aussi derrière peut-être se reposer la question de ces logiques de marché, tout marché, et que une nationalisation, ça passe pas que 100% de l'État, il faut aussi rechanger certaines règles. Et aujourd'hui, l'État, typiquement, pourrait, à titre du Code de l'énergie, suspendre l'AREN, qui doit prendre fin en 2025, parce que finalement, en 2025, il y a tout le débat du nouveau tarif réglementé, aujourd'hui, qui a une vraie valeur ajoutée pour les particuliers, mais qui devrait être élargi aux industriels, aux collectivités qui aujourd'hui n'ont plus accès par rapport à ces questions-là. Et finalement, la question de l'énergie revêt d'une importance assez aujourd'hui vitale. Bon, l'AREN, on le rappelle, c'est l'appellation qui finalement définit ce fonctionnement. C'est l'accès régulé à l'énergie nucléaire historique. Voilà. Tout à fait, qui a été voté en 2010. Et on le rappelle, régulé parce que, et vous l'avez précisé sur le statut d'EDF, EDF a des concurrents. Et donc EDF est aussi obligé de revendre à bas coût, finalement, pour casser les prix, ça doit venir de lui, à ses concurrents, autres distributeurs d'énergie. Et dans ce sens-là, on comprend qu'EDF est le piégé de l'affaire. Il est piégé de l'affaire, et aujourd'hui, c'est pas pour rien qu'on dit que l'AREN, elle est faussée, parce que finalement, d'autres opérateurs comme Total et comme Engie font des résultats nets records dans la période.
Total qui souscrit de l'ARENH dans la période, même si aujourd'hui le plafond il a été revu à la baisse, aujourd'hui, quelle entreprise donne en gros une partie de sa production à prix coûtant à ses concurrents, à part répondre aux injonctions de l'Europe sur faire un marché, mais qui aujourd'hui n'a plus de sens au vu de la situation européenne. Et autant on peut être d'accord de remettre la question de la nationalisation, de la souveraineté de l'État par rapport à l'outil qui a été fait, parce qu'aujourd'hui, on voit bien tout l'intérêt que peut avoir une entreprise intégrée de la distribution, de la production, passant par la commercialisation, et avec toute la force que ça avait auparavant. Et c'est pas pour rien qu'il y a eu cette case de monopole public au détriment d'autres acteurs. Mais on voit bien aussi qu'aujourd'hui, finalement, les gains sont connus pour certains, parce que 5 milliards, je disais, résultat net pour Total, 2 milliards 4 pour aujourd'hui Engie, donc en résultat net. EDF aujourd'hui paye les pots cassés par rapport à ça. Donc, si on doit revenir sur la question de la nationalisation, il faut remettre une feuille de route avec une gouvernance de la question aujourd'hui d'EDF, parce que être une nationalisation, ce qui est un vrai sujet en soi, doit revenir aussi sur le statut historique, revenir sur un établissement public, industriel et commercial, tel qu'elle était avant 2005, parce que finalement, c'était le statut qui était auparavant de l'entreprise, qui a fait force depuis des années sur la réussite finalement du pays par rapport aux enjeux de transition énergétique, parce que finalement la question de nucléaire, elle a réussi beaucoup de passages avec aussi des partenariats avec des industriels, parce qu'aujourd'hui c'est un exploitant, donc il doit travailler avec des industriels pour pouvoir répondre à ces questions-là. Bon, aujourd'hui. Julien Lambert, bon, vraiment, vous avez très très bien posé la problématique. J'aimerais qu'on fasse un petit tour de table avant de revenir vers vous, parce que ça amène finalement des réactions, bien sûr, de nos vraies voix, philosophiquement sur cette renationalisation. Alors, première intervention, Ala Oukili. Alors, l'ARENH a été instituée en 2010 et l'objectif c'était de créer de nouveaux producteurs d'électricité, si ma mémoire est bonne, parce qu'on disait que c'était seulement au niveau de la production qu'on pouvait vraiment avoir une vraie concurrence. Le souci, c'est que les concurrents d'EDF n'ont pas respecté cette part-là du marché et qu'il n'y a pas eu, qu'ils ne fabriquent eux pas du tout d'électricité. Et en plus, ils se sont permis, en fonction du cours de la bourse, de prendre chez EDF, de prendre ailleurs afin de maximiser les bénéfices. La question: pourquoi nationaliser en fait finalement EDF quand on voit ce que les gouvernements qui se succèdent sont capables de faire à ce fleuron de l'industrie française? Est-ce que on peut imaginer un vrai chef d'entreprise scier la branche sur laquelle il est assis? Jamais de la vie. Oui. Jamais un chef d'entreprise ne braderait son entreprise pour ses concurrents. C'est un peu ce que dit Jean-Bernard Lévy, l'actuel PDG qui sera remplacé, évidemment. Alors, il vous répond, Julien Lambert, à la Oukili. Mais d'abord, on peut pas. La situation, elle a été démontrée qu'aujourd'hui, on a donné à des opérateurs qui aujourd'hui n'a pas spécialement de production, et on les inscrit dans la question de l'ARENH, dans la souscription. Bon, aujourd'hui, on va se dire les choses. C'est l'important, c'est la question de la nationalisation et de ce qu'on veut en faire de cet outil. Oui, c'est ce qu'on se pose comme question. Effectivement. Et aujourd'hui, il y a toute une nécessité de réinternaliser et maîtriser aujourd'hui un savoir-faire technique, de conserver cette équité de traitement qui aujourd'hui est un attachement par rapport à l'ensemble de la population. Faire une facture représentative au coût intégré de la production et de la distribution, et en passant par justement les investissements nécessaires, parce que finalement, il faut qu'on revoie toute la facturation qui est aujourd'hui et un empilement de coûts, et vous l'avez bien dit, le gaz est en référence. Revenir sur la fiscalité, parce que finalement, on est des taxes sur des taxes, et je pense que même les gens, des fois, ne comprennent pas la facture par rapport à ça. Et aujourd'hui, revenir, et revenir sur les tarifs régulés pour tous les industriels et les collectivités, parce qu'aujourd'hui, finalement, depuis les lois, ils sont sortis. Et je pense que pour avoir une maîtrise et pour faire en sorte de remettre une industrie en France, il faut maîtriser les prix. C'est des choses qui sont importantes. Et en plus, on est dans une période où la question de la gestion des ressources, avec la question de l'eau, la question des emplacements pour pouvoir mettre des moyens de production, sont des vrais sujets. Tout comme le droit à l'énergie, puis la réponse aux enjeux qui sont aujourd'hui en monitoring climatique. Et on voit bien que finalement, de l'argent, il y en a eu, parce qu'on en a versé beaucoup dans le cadre du développement de certaines filières, notamment les énergies renouvelables. Et cet argent a été gâché, finalement. Et oui, et en plus, on n'a pas eu de plus-value sur le secteur industriel, donc on n'a pas créé plus d'emplois. Donc pas rentabilisé. Et aujourd'hui, avec tout ce qui est en train de se passer, et je pense que dans le cadre de la loi qui va sortir bien évidemment sur les questions énergétiques, parce qu'on va refaire une planification, je pense qu'aujourd'hui, si on veut remettre la question d'EDF
au centre avec la question de la nationalisation. Il faut qu'elle soit vraiment complète, avec une question de gouvernance qui doit justement revoir une feuille stratégique à la clé, avec ce que je vous ai dit dans les fondamentaux par rapport à ces questions-là. J'irai même plus loin par rapport aux d'autres acteurs qui ont fait la tribune avec EDF sur faites des économies, etc. Ça rappelle les années 70, quand on disait faites des gestes, faites économiser en gros l'énergie, mais sachant que c'est eux-mêmes qui ont fait des politiques de profit qui nous ont emmenés aussi dans certaines situations. Pardonnez-moi. Alors, attendez. On va continuer de faire le tour parce que Ergun et Jérémy n'ont pas encore parlé. Donc Ergun, quand on fait le bilan, on se dit que EDF paye les contradictions de l'État. Vous êtes proche de la majorité. Est-ce que l'État a compris qu'il y avait eu des contradictions et que justement elle allait y remédier? C'est le but du jeu là? Alors, pas forcément en fait, il ne faut pas tout le temps voir ça sous un angle absolument contradictoire, c'est-à-dire que l'histoire d'EDF, notamment sa montée en puissance avec la construction des premières centrales, fait que le statut qu'ils avaient historiquement était peut-être le mieux au moment donné, et le statut qu'on doit aller chercher aujourd'hui avec le projet d'autonomie stratégique pour notre pays, notamment avec la production d'énergie, qu'on le voit, elle est très centrale, et peut-être le meilleur. En tout cas, nous, on pense que c'est le bon. La renationalisation à date est la meilleure solution qui permettra de faire ces investissements. Parce que EDF... Et qui s'accompagne des investissements aussi sur le parc nucléaire, parce qu'aujourd'hui, il y a une moindre disponibilité de ce parc nucléaire. Tout d'abord, parce qu'il y a des contraintes techniques assez compliquées qui s'ajoutent en plus, des contraintes sécuritaires. Il y a déjà eu 50 milliards que EDF a mis dans son projet Grand Carénage pour rallonger la durée de vie de ces centrales existantes. Le président de la République, dans son projet qui a été élu, qui a été choisi par les Français quand même, qui avait comme notion principale l'autonomie stratégique de notre pays, c'est-à-dire la construction de 6 EPR, ça prévoit 50 milliards de plus. Aucun marché, aucune bourse ne supportera un investissement tel avec des finances qu'EDF connaît à date. C'est-à-dire que c'est faussé. Aujourd'hui, la nationalisation, elle est limite imposée pour cette situation-là. Et c'est pour ça qu'elle est souhaitée et poussée par la majorité présidentielle. Finalement, ça va coûter cher de reprendre parce que c'est une machine en immense déficit, là, EDF, et ça va peut-être coûter encore plus à l'État, là, non? C'est un investissement en fait, il faut avoir ça en tête, et derrière il ne faut pas perdre de vue que ça permet aussi à nos concitoyens d'avoir accès à une énergie moins chère que d'autres pays, par exemple pour faire des comparaisons qui ont fait d'autres choix stratégiques, et on voit que dans le contexte géopolitique actuel, avoir une autonomie stratégique dans l'énergie est primordial pour se permettre aussi de pouvoir répondre à certains autres régimes par exemple, qui nous imposeraient certaines visions de par leur énergie dont on aurait besoin. Bon, Jérémy Stubbs, on a vu que la France avait un fleuron, ce sont ces centrales nucléaires qui lui permettent une certaine autonomie dans la gestion de l'énergie. Ça passe forcément par une nationalisation d'EDF ou pas alors? Premier problème, EDF a été créé à une époque où on croyait encore à l'idée de l'État stratège. C'est une expression uniquement française, merveilleuse, et on avait des raisons d'y croire. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut regarder l'État et dire, eh bien, voilà le stratège qu'il nous faut? D'autant que l'État est en partie responsable de l'état des choses actuelles. Il continue. Ensuite, ce qui a créé le plus de problèmes, c'est que l'entité qui s'est substituée pendant longtemps, en quelque sorte, à l'État stratège, c'est Bruxelles. Et le marché européen, qui a joué les apprentis sorciers. Nous savons comment créer les règles d'un marché qui vont faire en sorte que ce marché fonctionne très bien pour tout le monde. C'est une autre forme d'État stratège, mais qui est aussi dangereux. Troisième problème, il faut dire que une grande partie de l'énergie nucléaire et de l'énergie au Royaume-Uni dépend d'EDF, qui possède une grande part de l'énergie nucléaire au Royaume-Uni. Mais un des problèmes, c'est qu'en Europe, l'énergie nucléaire est l'objet de critiques et de pression et de groupes d'intérêt. Tous les pays d'Europe n'ont pas le même enthousiasme pour le nucléaire. En plus, selon le pays, il y a différentes pressions écologiques. Je vous cite juste un dernier exemple pour les dernières nouvelles qui arrivent de l'Angleterre. Eh bien, EDF est en train de construire ou va partir à la construction d'un nouveau EPR qui est à Sizewell. Donc ce sont les petits réacteurs nucléaires, pour faire simple. Sizewell C, qui est un grand réacteur. Le problème de l'énergie va être encore plus grave en Angleterre qu'en France cet hiver. Il faut dire ça. Mais Sizewell C, qui est ce grand projet d'EDF, il y a actuellement une protestation contre
ce projet par des écologistes qui disent qu'il y a un problème avec l'approvisionnement d'eau. Donc, vous voyez que partout, il y a des obstacles. Il faudrait un stratège presque miraculeux pour traverser ce champ de mines. Est-ce que l'État français actuellement est ce stratège miraculeux? Bon, très intéressant vos points de vue à vous tous. Donc maintenant qu'on a bien compris tous les enjeux avec des exemples précis, on se repose la question, faut-il renationaliser EDF? Sur la consultation Twitter compte Sud Radio, les auditeurs disent oui, il faut renationaliser à 76%. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que nous avons une auditrice qui souhaite intervenir, c'est Sabine qui habite dans l'Hérault. Bonsoir Sabine. Bonsoir, messieurs, dames. Quelle ville dans l'Hérault? Quelle ville dans l'Hérault? Saint-Bosile de la Sylve, bien connu pour son feu jadis, il y a quelques semaines. Oh oui, oh oui. Il n'y a pas de centrale là-bas. Bon, il n'y a pas de centrale là-bas. Non, il n'y a pas de centrale là-bas. Bon, vous plutôt pour ou plutôt contre la renationalisation complète, on va dire? Plutôt méfiante. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai peur que ça nous coûte les yeux de la tête. En tant que citoyen, je parle uniquement, parce que récupérer un animal blessé, on sait que ça coûte très cher. Et ceux qui l'ont blessé, si c'est eux qui s'en occupent, moi ça me porte un problème. Voilà. Finalement, vous résumez très très bien tout ce qu'on vient de dire. Maintenant, Sabine. Oui, non, mais je vais peut-être lui faire dire un petit peu aussi ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire que aussi d'une certaine manière, pour notre autonomie énergétique, c'est intéressant d'avoir ce fleuron 100% aux mains de l'État également. C'est peut-être pour ça que vous avez hésité à dire oui ou non, Sabine. Alors. Oui, pour les énergies renouvelables, non. Pour trop de nucléaire, je pense qu'il faut raison garder, savoir de quoi on parle, qu'est-ce qu'on récupère exactement, est-ce que l'État français veut mettre un petit peu ses œufs dans le même panier ou pas, on sait que c'est dangereux, donc je pense qu'il faut... Est-ce qu'un référendum, puisque c'est notre bébé EDF, c'est comme France Télécom, comme toutes ces grosses entreprises, est-ce qu'un référendum citoyen là-dessus serait pas bien? Est-ce que c'est pas le moment de faire quelque chose dans ce sens? Ça serait pas mal. C'est un bon message. Merci à vous, Sabine de l'Hérault. Bien, c'est à vous de conclure maintenant. Vous, notre grand témoin, Julien Lambert, secrétaire fédéral responsable de la politique énergétique et industrielle. Allez-y. Qu'est-ce qu'on en tire comme conclusion? On y va à cette nationalisation. De toute façon, ça a été décidé par Elisabeth Borne. Mais moi je retiens l'intervention qui a été faite juste avant, et c'est pas pour rien qu'on est aussi sur la question de la gestion démocratique. Justement, quand on parle de nationalisation, il faut éviter de refaire les mêmes erreurs qu'on a fait auparavant. Et ça a été démontré à travers l'exemple de l'Angleterre, ça a été évoqué par rapport à d'autres problématiques qui peuvent être posées. Et aujourd'hui, la question de la gestion et la feuille de route, elle est complètement posée. Et c'est pas pour rien que je l'ai dit juste avant. Donc oui, de toute façon, aujourd'hui, on l'a dit et on l'a réaffirmé. Il faut que d'ailleurs on nationalise, il faut que d'ailleurs l'entreprise, il faut que d'ailleurs on revienne sur la question de l'EPIC que j'ai évoqué juste avant. Il faut que d'ailleurs on sorte de cette logique tout marché, parce que je rappelle qu'en 2025, on va être confronté à une tarification, parce que on n'a comme pas évoqué la question des concessions hydrauliques, où l'Europe nous mettait en mise en demeure par rapport à ces questions-là. Donc cette mise en concurrence toujours systématique de l'Europe. Donc à un moment, il faut savoir aussi aller prendre contre-pied l'Europe, comme a fait d'autres pays par rapport à ces questions-là. Aujourd'hui, on doit maîtriser les prix, on doit renforcer le service public, on doit répondre aux défis que ça a été évoqué juste avant sur le renouvellement de notre parc, et intégrer les énergies renouvelables, parce que c'est des défis techniques dans les deux cas, avec une maîtrise industrielle qu'il faut avoir à la clé. Et là, ça demande vraiment, là justement sur la question, une grande planification. Et de la vigilance, et vous en ferez preuve évidemment avec la CGT. Et nous vous remercions, Julien Lambert, merci. C'était très clair notre premier débat. Attention, dans un instant, les trois vraies voix vont se coltiner le fameux grand jeu de l'info, le roi de l'info. Il va falloir choisir son questionnaire d'actualité. C'est tout de suite.